Bonjour, je m'appelle Hélène Chartrand. Je suis technicienne en documentation à BANQ Vieux-Montréal. Je suis avec vous pour cette deuxième capsule afin de vous présenter les documents témoins. Les documents témoins vont vous servir à documenter la vie de vos ancêtres, à trouver éventuellement s'il y en a des erreurs dans votre généalogie. Ça va vous permettre également de confronter deux types de documents ou deux types d'informations s'il y en a qui sont divergentes. Par la suite, on verra également la prise de notes, quelles notes prendre, comment les prendre. Je vous invite maintenant à commencer avec les documents témoins. Le premier type de documents témoins que vous pouvez consulter, ce sont les baptêmes, les mariages et les sépultures. C'est ce qu'on appelle l'état civil parce que ça balise en fait ce qui s'est passé au niveau de la vie personnelle de cette personne-là. Les actes d'état civil vont vous permettre de faire le lien entre les personnes. Ils vont vous permettre de dater aussi des événements et ils vont vous permettre d'avancer dans votre recherche. Par exemple, si une date de décès est inconnue, de dire que en 1850, la personne était présente au mariage de son plus jeune, puis en 1860, la personne était dite décédée. Qu'est-ce qui s'est passé entre ça? Donc déjà, ça vous donne une fourchette d'années qui est un peu plus serrée que 30 ans pour chercher, pour résoudre le mystère. Vous avez ensuite toutes les photographies et je pourrais inclure aussi les lithographies, toutes les images en fait de la famille. Ça peut être des dessins aussi s'il y avait quelqu'un qui dessinait. Si vous avez de la chance, en dessous, si c'est dans un album, derrière, si c'est une photographie, vous allez avoir le nom du photographe, la date qui est sur la photo. Si les informations ne sont pas là, observez la photo. Est-ce qu'elle est usée? Est-ce qu'elle est jaunie? Est-ce que le bâtiment devant lequel les personnes sont a été détruit, par exemple, en 1951, ce qui vous permettrait de dire que cette photo-là a été prise avant 1951. Est-ce que vous avez des indices, par exemple, le nom du photographe derrière la photo? En trouvant les années de pratique du photographe, ça vous permettrait aussi de dater approximativement l'image. Vous avez une autre catégorie que j'appelle les écrits personnels. On parle de la correspondance, on parle de journaux intimes, on parle de journaux de voyage aussi, qui vont vous permettre de savoir quelle était l'ambiance dans la famille. C'est bien de savoir qu'un tel était le fils d'un tel, mais est-ce qu'il s'entendait bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu se passer? Si vous avez, par exemple, un mystère, une personne qui a disparu pendant un an de la famille, qui revient au bout d'un an, ça se peut que dans une lettre, si elle existe encore, vous ayez l'explication du mystère. Quand vous consultez ces sources-là, par contre, soyez prêts à avoir des surprises et peut-être avoir des secrets de famille qui ont été cachés. Parce que pendant longtemps, par exemple, les mères-filles, c'était extrêmement caché. On disait que la fille était partie en voyage, elle travaillait aux États-Unis, mais dans le fond, elle était peut-être juste à la crèche de Québec en train d'attendre son enfant. Vous avez aussi différents types de documents comme les actes légaux. Des testaments, des baux, des achats, des ventes de terre ou de maison, des documents d'immigration si la personne venait d'Irlande ou d'Allemagne ou d'Écosse, des rôles de bateau aussi pour savoir quand est-ce qu'elle est arrivée. La dernière catégorie de documents, c'est tout autre document en fait. Ça peut être un signet qui a été donné à une funéraille, ça peut être un livre de bébé. Ça peut être, par exemple, un album de découpures de journaux que les gens ont collectionnés. Pourquoi ils les ont collectionnés? Est-ce que la personne avait un artiste qui était préféré? Est-ce qu'elle s'intéressait plus, par exemple, aux événements mondains?
Donc, tout ce qui était événements mondains était là. Pendant très longtemps, dans les journaux, les baptêmes, les mariages et les décès étaient publiés. Est-ce que la personne a ramassé les coupures de journaux de la famille dans cet album-là? Tout ça, ce sont des sources précieuses qui vont vous permettre de mettre une ambiance et de baliser votre recherche, voire même de l'étendre si jamais il y a un détail qui vient vous intriguer. Quelles informations faut-il noter? Bien, d'abord, il y a les noms. Les noms, au fil du temps, vont avoir connu des variantes orthographiques. Ils vont aussi avoir connu peut-être des changements de nom, peut-être également des surnoms qui auront supplanté le nom de baptême. Très important de tout noter ça. Pourquoi? Parce que noter ces informations-là va vous permettre, par exemple, si vous cherchez un Félix qui a décidé de se faire appeler Paul, de l'identifier si vous trouvez un acte d'un Paul pour pouvoir faire le lien entre Paul et Félix. Autre information importante, les lieux de baptême, les lieux de mariage, les lieux de sépulture, les lieux de résidence. Est-ce qu'il y a eu des déménagements d'un lieu à un autre? Est-ce que ça se peut que les personnes sans déménager restent à deux endroits? Pas nécessairement, parce qu'un même lieu, au fil du temps, peut avoir changé de nom. Pour ça, il y a des outils qui peuvent vous aider, comme la Commission de toponymie du Québec que vous pouvez trouver sur Internet, mais il y a aussi des ouvrages papier. Vous avez aussi les dates. Commencez par choisir le format de la date. Est-ce que vous voulez noter le mois, le jour, l'année? Est-ce que vous voulez noter l'année, le mois, le jour? Ou le jour, le mois, l'année? Ça peut être important parce que si vous passez vos notes à quelqu'un et que la personne interprète la date différemment, bien, le 4 avril, le 5 avril et le 4 mai peuvent s'intervertir. Et à ce moment-là, il peut y avoir une confusion, ce qui peut mêler l'autre personne. Choisissez votre format de date et notez-le quelque part, c'est quoi le format de date. Une chose qui est importante à prendre en compte, c'est que la date du décès ne sera pas forcément la date de la sépulture. La personne peut décéder le 28 juin, mais être enterrée le 1er juillet. Pareil pour les naissances. L'enfant peut naître le 1er avril et être baptisé le 3 avril. Donc, ce sont des petites nuances à retenir, ce qui peut faire la différence quand vous faites la recherche au niveau de l'acte. Vous avez aussi tout ce qui est les autres événements familiaux. Dans les familles, il y a beaucoup, par exemple, de livres de famille qui circulaient dans le temps où grand-maman notait non seulement les baptêmes, les mariages, les sépultures dans la famille, mais elle notait aussi la date de diplomation de ses enfants, la date de déménagement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est entré dans la famille? Est-ce qu'une des filles a disparu? Est-ce que Thérèse a disparu pour devenir sœur Marie-Catherine dans une communauté religieuse? Ça aussi, c'est un événement qui est important dans une famille en tenant compte de l'importance de la religion pendant très longtemps au Québec. Préparez-vous aussi à trouver des surprises. Parce qu'il peut y avoir eu des procès dans une famille, il peut y avoir eu des scandales, il peut y avoir eu des bonnes nouvelles. Ça fait partie du jeu et je vous dirais que le plus souvent, ça pimente assez bien l'histoire. Des fois même, certaines personnes vont décider d'étendre leur projet, donc avaient décidé de faire juste la généalogie avec les noms pour aller chercher les dossiers judiciaires du procès ou de la faillite de telle ou telle personne. J'espère que vous allez avoir une bonne continuité dans vos recherches.
Je m'appelle Hélène Chartrand, je suis technicienne en documentation à BANQ Vieux-Montréal. J'espère vous voir pour la 3e que j'anime également.